Mesdames, Messieurs, chers amis, Votre Éminence, mes seigneurs, la question de la culture a pris récemment une nouvelle actualité pour tout homme en général et pour les chrétiens en particulier. Une barbarie d'un type inédit ou oublié est apparue. Elle menace quelque chose que nous avons envie d'appeler culture, que nous pensions à la culture ou seulement à notre culture. D'autre part, il y a le rôle décisif, massif, joué par le christianisme dans la naissance de cette culture qui est la nôtre. Évidence que seuls refusent des idéologues formés à nier toute réalité. Mais ceux qui reconnaissent au christianisme son rôle culturel sont tentés de réduire la foi à une culture, et à une culture qui, une fois édifiée, pourrait peut-être démonter l'échafaudage chrétien devenu inutile. Il importe donc, me semble-t-il, de se mettre au clair sur ce que veut dire le mot « culture ». Pour mon titre, j'ai hésité entre qu'est-ce qu'une culture et qu'est-ce que la culture. Cette hésitation fait partie de mon sujet. Parler d'une culture avec l'article indéfini suppose qu'il y en a ou peut y en avoir plusieurs. Dire la culture suppose qu'il n'y en a qu'une seule. Aucune des deux possibilités de l'alternative n'est entièrement fausse, car ce n'est pas dans le même sens que l'on emploie le même mot quand on dit qu'il n'y en a qu'une et quand on dit qu'il y en a plusieurs. Nous assistons depuis quelques décennies à une inflation des sens du mot culture. Elle me semble avoir deux raisons. D'une part, le mot a franchi la barrière entre la culture des élites et la culture populaire. Il n'est plus réservé au goût d'une élite sociale et intellectuelle. Il désigne aussi la culture populaire, jusqu'en ses aspects les plus quotidiens, les plus régionaux, voire les plus déviants. Il inclut les modes de vie, le folklore et jusqu'au tag. On emploie enfin le mot culture au sens d'habitudes en vigueur dans un milieu donné, comme quand on parle de la culture d'entreprise. D'autre part, le mot de culture a franchi la frontière située sur l'axe horizontal. Il passe au pluriel. Et l'on parle des cultures au sens de civilisation. On ne parle plus guère de la civilisation, qui serait la nôtre, et qui se distinguerait de la sauvagerie des autres. On parle également moins de civilisations au pluriel, ce que l'on faisait encore sans scrupule il y a une cinquantaine d'années. Le mot culture s'offre donc comme un substitut commode. Ce terme a également pu accéder au rang de principe explicatif suprême de l'humain. L'opposition de la nature et de la culture est devenue une évidence première. Elle se fait, cette opposition, au profit de la culture, au point que dans certains contextes, nature est devenu presque un gros mot. Prétendre que certaines caractéristiques de l'humain seraient naturelles est perçu comme carrément offensant. On invente de la sorte un méchant que l'on affuble du nom de biologique et on l'oppose à un gentil qui est le social, lequel est entièrement culturel. On constate enfin un nouvel élargissement du sens avec l'idée de culture générale. On entend par là ce qu'il faut savoir, ce que l'on n'a pas le droit d'ignorer, quelque chose comme un canon,
Ce savoir est à la fois minimal et commun, partagé par tous, en deçà des compétences de chacun. Les racines de cette idée plongent loin dans le passé. Elles rappellent, par exemple, l'idée d'honnête homme, chère au XVIIe siècle, capable de s'intéresser à tout, mais sans jamais porter les œillères d'une spécialité. Plus encore, il existe dans le système français une matière scolaire qui porte ce nom. Les concours d'entrée de certaines grandes écoles, notamment les écoles commerciales, comprennent une épreuve dite de culture générale. Si maintenant j'essaie de me demander ce que c'est que la culture, il est clair qu'il s'agit d'un savoir, puisque cela peut s'apprendre. Mais ce n'est pas n'importe quel savoir. La possession d'une information, aussi exhaustive et précise soit-elle, ne suffit pas. Nous parlons d'un homme cultivé, mais nous le distinguons de l'érudit parqué dans son domaine. Savoir, certes, mais savoir quoi? Savoir par cœur l'annuaire du téléphone n'est pas de la culture. Le héros du film Rain Man, l'autiste à la mémoire photographique, savait effectivement beaucoup de choses. Des choses très exactes et même très utiles. Mais nous hésiterions à l'appeler cultivé. On peut tirer une indication précieuse d'un autre film, Les dieux sont tombés sur la tête. Il contient une scène dans laquelle le Boshiman constate que la jeune juriste blonde, qui est un crack en informatique, est incapable de lire une piste qui pour lui est très claire. Il en conclut avec surprise et apitoiement qu'elle est parfaitement inculte. La culture consiste en effet à être capable de s'orienter. Cela peut être lire une piste à partir des traces laissées par les animaux ou les hommes. Cela peut être aussi se repérer dans les codes sociaux ou dans les mécanismes de l'économie. Une information n'est appelée culture que dans la mesure où elle constitue un code permettant de se reconnaître comme appartenant à une même entité qu'il est aisé de désigner elle aussi par le mot justement de culture. Auquel cas, il est tentant de montrer que l'idée de culture est idéologique, qu'elle sert de mot de passe à une couche sociale déterminée. Ce fut le cas pour la première incarnation de l'idée de culture avec la paideia des Grecs. Dans les royaumes hellénistiques du Moyen-Orient, elle joua ce rôle. Fréquenter le gymnase et les bains, lire Homère, était un signe de reconnaissance pour l'élite militaire et commerciale grecque. Et aussi, pour les indigènes, un passeport permettant de grimper l'échelle sociale. Encore faut-il remarquer que ce n'est pas parce qu'une réalité sert à quelque chose qu'elle tire toute sa valeur de cet usage. Homère ou Virgile resteraient de grands poètes, même si les cités n'entraînaient aucun avantage social. Le culturel porte donc sur tout ce pourquoi il y a une bonne façon de procéder. Avec la culture, on introduit donc la notion de valeur. Celle-ci n'est pas exclusivement morale, mais aussi, entre autres, esthétique. Un critère utile peut être celui de l'engagement personnel. Ce que je ne fais que savoir ne fait aucune différence pour moi. Certes, le savoir m'aide à prendre des décisions dans la mesure où il me permet de mieux prendre conscience des conséquences de mes actes. Mais ce n'est pas lui qui va me dire quoi décider. Si la médecine me renseigne sur les dangers du tabac, cela ne va pas suffire à me faire arrêter de fumer. Il faut encore que je décide de préférer
un certain style de vie, la sécurité bourgeoise, plutôt que l'intensité d'une vie risquée. Ce qui relève de la culture m'oblige ou m'invite à modifier mon comportement. Être cultivé, c'est ne pas se permettre n'importe quoi. Depuis le niveau de la morale la plus sublime, en passant par l'esthétique et en aboutissant au savoir-vivre, voire à l'hygiène. La culture est ce qui permet l'orientation dans le monde. L'orientation n'est pas un simple repérage, car si le repérage nous permet de savoir où nous sommes, l'orientation nous aide à savoir vers où nous allons. Le repérage nous situe, par exemple, dans un groupe socio-professionnel. Il nous éclaire sur notre appartenance. L'orientation, elle, implique un dynamisme. Elle nous dit par où nous passerons si nous allons dans une direction déterminée. Mais quant à savoir quelle direction nous devrions choisir, eh bien, c'est l'affaire de la culture. Si l'on applique ce critère, une conséquence radicale s'ensuit. Le domaine de ce qui n'est que savoir, la science en particulier, n'appartient pas à la culture. Il n'y a donc pas de culture scientifique. En effet, la science décrit les phénomènes et en cherche les lois. Mais elle ne trouve dans les objets qu'elle étudie aucune trace de valeur. Ce pourquoi elle s'abstient de tout jugement de ce genre. Cette évidence a été mise en lumière dès la fin du XVIIIe siècle par les philosophes Hume et Kant, lorsqu'ils pratiquent une distinction tranchée entre ce qui est et ce qui devrait être, et qu'ils s'interdisent de déduire le second du premier. En clair, ce n'est pas parce que quelque chose se fait qu'elle est bonne. Y aurait-il en revanche une culture littéraire? Voire la culture serait-elle seulement littéraire? Eh bien non, pas non plus. En tout cas dans la mesure où l'on entendrait par là un savoir. Connaître des poèmes par cœur ou retenir des dates historiques n'est pas plus de la culture que de savoir énoncer une loi physique. La division entre le culturel et ce qui ne l'est pas ne recoupe donc aucunement la division entre scientifique et littéraire. Tout ce qui relève du seul savoir historique est en dehors de la culture. L'histoire littéraire, par exemple, est une pure information. Elle nous apprend que Shakespeare et Cervantes sont morts tous deux en 1616, point à la ligne. En revanche, la stylistique, si elle est appliquée, si elle m'apprend à faire de la langue un bon usage, relève de la culture. L'histoire de l'art, si elle se borne à indiquer les dates des salons, des expositions et des manifestes, n'est pas de la culture. En revanche, savoir dessiner ou peindre, voire simplement savoir distinguer les croûtes des chefs-d'œuvre, voilà de la culture. Ma définition de la culture est ainsi singulièrement étroite. En revanche, elle compense son étroitesse en étant plus large sur un autre plan. Elle englobe en effet tout le domaine à l'intérieur duquel on peut distinguer une bonne et une mauvaise manière de s'y prendre. Et de ce point de vue, les pratiques de la vie quotidienne font tout aussi bien partie de la culture. Ainsi, les formes de politesse et jusqu'à la cuisine. On peut, si l'on y tient, parler de haute et de basse culture, de culture d'élite et de culture populaire. Mais une différence de degré n'est pas une différence de nature.
À la limite, et si l'on me permet un sourire, la culture physique mérite vraiment son nom, dans la mesure où elle apprend le droit usage du corps et éventuellement en accroît la beauté et la grâce. En Grèce ancienne, quand on voulait dire de quelqu'un qu'il était totalement inculte, on disait « il ne sait ni lire ni nager ». Aucune culture n'est donc un simple savoir, et toute culture prétend donner une solution aux problèmes éternels, grands ou petits. Comment dire bonjour? Faut-il tirer la langue? Mettre la main sur sa poitrine? La mettre sur la poitrine de l'autre? Lui serrer la main? Et ainsi de suite. Qui faut-il épouser? Comment faut-il préparer les aliments? Comment faut-il les consommer? Comment faut-il parler? C'est toute la morphologie, la syntaxe, les euphémismes. Comment faut-il travailler et échanger les produits du travail, l'économie? Comment éventuellement les donner? Qui plus est, la culture ne concerne pas seulement ce qui se situe à notre propre niveau, à l'intérieur de l'humanité. Elle se demande aussi quelle est la bonne façon d'avoir rapport avec ce que nous dominons, comme la nature et les animaux, et aussi avec ce qui nous domine, comme les dieux ou le Dieu. La religion ne se réduit pas à la culture, mais elle est partie intégrante de celle-ci. Il n'y a pas, dans l'histoire, de culture sans religion. Dans toutes les règles que nous fournit la culture, on fabrique du sens. Et on le fabrique avec ce qui permet aussi de le fabriquer dans d'autres domaines en se servant de la même matière première. On fait du sens avec de la différence. On peut le voir à propos du langage, qui est le support de tout ce qui est culturel. Le grand linguiste Ferdinand de Saussure, pendant la Première Guerre mondiale, définissait le langage comme, je cite, « une série de différences de sons combinées avec une série de différences d'idées ». Il résumait sa pensée en disant « Dans la langue, il n'y a que des différences ». La culture est de la même façon une manière de réduire l'indifférence originelle des choses et d'introduire de la différence. Comment choisir le genre de différence à introduire? Les différences, si je puis dire, sont elles-mêmes très différentes. C'est ici que l'on peut parler de diverses cultures, car on peut donner à la question fondamentale « comment bien vivre ?» des réponses variées. Ce que l'on appelle les valeurs seront différentes ou différemment accentuées selon les cultures. Et les cultures sont des systèmes de différence qui sont eux-mêmes différents. Tous les systèmes de différence se valent-ils? Nous abordons la question épineuse de la valeur relative des différentes cultures. On est actuellement prié de penser que la question est taboue. La vérité obligatoire est que toutes les cultures se valent, que parler de cultures meilleures que d'autres, et donc de cultures qui seraient moins bonnes que d'autres, est non seulement faux, mais nauséabond. Je risquerai une observation qui me permettra en même temps de désamorcer la question. Nous n'hésitons pas à comparer les cultures une fois qu'elles ont disparu, les morts étant toujours plus calmes que les vivants. Pour prendre un seul exemple dans la Grèce classique, nous plaçons Athènes sur un niveau plus élevé que Sparte. Je rappelle pourtant que la guerre du Péloponnèse, qui les a vus s'affronter, s'est terminée par la victoire de Sparte, et que les Athéniens ne se sont pas toujours comportés comme des gentils au sens hollywoodien du terme.
Un exemple classique en est le massacre des habitants de l'île de Mélos, tel que le raconte Thucydide, le grand historien, massacre qui a été précédé par les arguments des ambassadeurs d'Athènes, à côté desquels Machiavel aurait l'air d'un enfant de chœur. Quels critères faut-il donc adopter de la valeur d'une culture? Eh bien, je vais suggérer une réponse, mais seulement après un détour. Détour qui me permettra d'éclaircir au passage un point que j'ai laissé obscur. J'ai dit qu'une culture était un système de règles permettant d'introduire de la différence, de dire que certaines conduites sont bonnes et d'autres moins bonnes. Bien sûr, mais pourquoi appeler cela une culture? Notre usage actuel du mot vient directement de la traduction latine d'un mot grec auquel j'ai déjà fait allusion et qui est paideia. Cette traduction, qui est l'œuvre de Cicéron, repose sur une image de nature agricole. Culture est au fond le même mot que agriculture. Le mot nous parle encore dans agriculture, pisciculture, viticulture et d'autres formations savantes. Il s'agit dans tous les cas de porter une réalité naturelle à son point d'excellence, dans la mesure où cette excellence sert l'homme. Ce qui suppose que ce point d'excellence n'est pas donné d'emblée, mais doit s'acquérir. Il en est ainsi parce que l'homme lui-même n'est pas achevé quand il naît. Ce pourquoi il faut une puériculture. On le voit très bien quand on compare la totale impuissance du nouveau-né à survivre seul à la façon dont le poulain, à peine sorti de la jument, se dresse sur ses pattes et marche. La physiologie confirme cette évidence en faisant observer que les contacts nerveux chez l'homme ne sont pas encore complètement établis à la naissance. Tout se passe comme si tout homme naissait prématuré. Quoi qu'il en soit, le fait est que l'homme est ouvert, à l'intérieur d'un domaine limité, à plusieurs possibilités. Réaliser son humanité est une tâche qui lui est confiée. Concrètement, l'enfant développe ses possibilités dans un cadre social et d'abord au sein d'une famille. Mais nous ne sommes pas pour autant en droit de conclure, comme on le fait souvent un peu vite, que l'homme ne serait rien au départ et qu'il recevrait son humanité de la société. Car en ce cas, il faudrait se demander d'où l'humanité vient à la société elle-même, ce qui nous entraînerait dans une régression à l'infini. En tout cas, ce fait très simple rend compte de la pluralité des cultures, puisque l'enfant n'apprend pas à parler en général, mais il absorbe la ou les langues de son entourage. Il en est de même pour les gestes et pour certaines règles de comportement. De la sorte, la culture ne s'oppose pas à la nature. Elle n'en prend pas le contre-pied. Elle se développe dans la direction de la nature en sélectionnant ce que celle-ci a de mieux. Il en est ici comme de l'agriculture qui a fourni la métaphore fondamentale qui est, comme je l'ai fait remarquer, à l'origine même de l'idée de culture. Le jardinier ne fabrique pas les plantes de son potager. Il confie les semences à la terre, qu'il arrose et engraisse au besoin. Il émonde ce qui pousse et en attend la maturité. Il greffe et attend que la greffe prenne. Sur cette façon de prolonger la nature,
sans chercher à en prendre le contre-pied, il faut écouter les penseurs du Moyen Âge. Je vais le faire sur l'exemple d'une notion juridique, celle de loi naturelle. Elle nous est devenue à peu près incompréhensible. Nous comprenons par là, en effet, deux choses dont aucune n'a quoi que ce soit à voir avec le vrai sens de cette notion. La première est la loi de la nature telle que la physique la formule en langage mathématique, par exemple la loi de la chute des corps. La seconde est le comportement des êtres vivants les uns envers les autres, sur lequel on opère d'ailleurs une seconde réduction à ce qui nous semble le moins humain en évacuant les comportements altruistes dont témoignent certains animaux, comme les anciens l'avaient déjà observé. À l'issue de cette réduction, on obtient la loi de la jungle, ou la loi selon laquelle les gros poissons mangent les petits quand ils sont vivants et sont mangés par eux quand ils sont morts. Eh bien, le plus souvent, quand on parle de loi naturelle, on comprend qu'il faudrait se soumettre aux contraintes biologiques. Auquel cas, on fait deux objections parfaitement sensées. D'une part, une imitation de la nature mènerait au crime. D'autre part, nous possédons les moyens techniques d'intervenir sur les données naturelles et de les modifier dans notre intérêt. Eh bien, que nous disent là-dessus, sur cette notion de loi naturelle, les juristes et philosophes du Moyen Âge? Nous devons les interroger parce que c'est d'eux que nous avons reçu la notion de loi naturelle, qu'ils avaient eux-mêmes hérité de la tradition classique, en particulier des philosophes de l'école stoïcienne. Pour ces penseurs, nature ne veut pas dire les minéraux, les végétaux et les animaux, mais bien la nature de quelque chose, les propriétés qui sont exprimées par la définition de cette réalité. C'est ainsi que la nature du feu est de brûler, la nature d'un arbre est de croître, la nature d'un animal est de se nourrir et de se reproduire, et ainsi de suite. Quelle est alors la nature de l'homme? On a beau insister sur la mutabilité extrême des institutions humaines, la définition classique de l'homme reste valable, qui y voit un vivant doué de raison. C'est sur la base de cette définition que les médiévaux ont réfléchi sur la loi naturelle. Ils disent que sont naturelles deux sortes de comportements, dont chacun correspond à l'une des deux moitiés de la définition, être vivant et doué de raison. La raison ayant ici un sens plus large que chez nous, puisqu'elle inclut la liberté. En tant que l'homme est un être vivant, sont naturels pour lui les comportements qui respectent le fonctionnement de l'être vivant. Se nourrir, se défendre contre ce qui menace, se reproduire et autres comportements. En tant qu'il est rationnel et libre, seront naturels chez l'homme les comportements dans lesquels nous nous laissons guider par notre raison. La loi naturelle est donc une loi rationnelle. Saint Thomas d'Aquin observe que, en un certain sens, parler d'un vice contre nature est une tautologie. Tout vice est contre nature, puisqu'il est, fait-il remarquer, contre la raison. Lorsque l'on définit une réalité, la différence spécifique, ici la rationalité chez l'homme, a plus d'importance que le genre prochain, l'animalité, le fait d'être vivant.
J'en apprends plus sur l'homme quand on me dit qu'il est raisonnable et libre que quand on se contente de me dire qu'il est un être vivant. Eh bien, dans la culture, il en est de même. La raison informe la vie en édictant des règles qui concernent les dimensions les plus fondamentales de celle-ci. La nourriture, l'agressivité, la sexualité. La culture nous fournit des restrictions alimentaires et la cuisine. Elle nous fournit la stratégie, mais aussi l'éthique militaire, le code d'honneur du soldat. Elle nous fournit les règles du mariage. Raison et vie s'articulent donc l'une sur l'autre. Eh bien, nous avons dans cette articulation le critère que nous cherchions et dont j'avais retardé la révélation. Ce critère est double. Sera meilleure une culture qui respectera mieux les deux dimensions de l'humain. Car il faut les deux. Il faut la vie, d'une part, il faut la raison et la liberté, d'autre part, et il faut qu'elles s'accordent entre elles. D'une part, si une culture favorise mieux la vie qu'une autre, elle lui est supérieure. Si dans une culture, la raison, sous la forme des institutions, informe la vie de manière à en favoriser l'épanouissement durable, alors que dans une autre culture, les institutions oppriment ou déforment la vie, la première sera supérieure à la seconde. Cette supériorité se montrera de la façon la plus simple en ce qu'elle assurera à la culture supérieure de plus grandes chances de survie. Revenons à notre exemple emprunté à la Grèce ancienne. Le système politique et social de Sparte était fort bien organisé par les lois que l'on attribuait à Lycurgue. Mais ce système demandait des efforts excessifs de la part de la petite élite de citoyens, ceux qui s'appelaient les égaux, lesquels étaient, dès leur enfance, éduqués pour vivre en permanence comme une armée en occupation dans son propre pays. Le système d'Athènes était moins exigeant. En conséquence, la cité d'Athènes a perduré et c'est elle qui nous a légué sa littérature, son architecture, sa philosophie, alors que Sparte a disparu sans guère laisser d'autres traces que la nostalgie d'un monde dorien chez les penseurs d'une certaine droite. Symétriquement, une culture sera meilleure qu'une autre si elle donne toute sa chance à la raison et à la liberté qui distinguent l'homme. Si cette culture ne soumet pas raison et liberté à des puissances extérieures, si elle ne lui assigne pas dès le début un résultat qu'elle sera tenue d'atteindre, si elle lui fait confiance pour qu'elle découvre à sa façon, selon les circonstances, la bonne solution des problèmes qui se poseront. Ces deux dimensions de l'humain et de la culture qui portent l'humain à sa pleine floraison, ces deux dimensions ne peuvent être défendues
que si la vie et la raison-liberté sont toutes deux de bonnes choses. Or, ce sont là des évaluations qui ne vont nullement de soi, voire qui se trouvent dans notre situation intellectuelle et spirituelle d'aujourd'hui de plus en plus radicalement mise en question. L'Ancien Testament s'ouvre sur le récit de la création, dans lequel le Dieu créateur, au 6e jour, porte sur son œuvre un jugement qu'il approuve globalement en déclarant très bon tout ce qui permet et suscite la vie. Quant au Nouveau Testament, dans un passage qui d'ailleurs brode très consciemment sur le début, sur les premiers mots de la Genèse, le Nouveau Testament, disais-je, déclare que au commencement était le Logos, ce que j'ai traduit tout à l'heure paresseusement, mais je crois rigoureusement par raison et liberté. Le Nouveau Testament donc déclare que cette raison était au commencement, qu'elle était au commencement auprès de Dieu et que c'est elle, ça c'est la suite de l'histoire, qui a enclenché toute l'aventure chrétienne. Eh bien, le message de la Bible, en son unité indissoluble, dans l'unité indissoluble de ces deux versants, est particulièrement précieux, car il nous rassure sur la légitimité de l'humain comme vivant et comme raisonnable. De la sorte, il rend possible et souhaitable l'effort qui porte l'homme à accéder à la culture. Je vous remercie de votre attention.